Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 65 me semble-t-il. Et dans cette chronique, je vais essayer de traiter un petit peu la problématique de la communication. Comme pour illustrer cet audio, je me suis permis de mettre un ouvrage important, et pas des moindres, incontournable, qui est en l'occurrence L'art d'avoir toujours raison, de ce grand penseur que fut Arthur Schopenhauer. Et je vois aujourd'hui avec la situation internationale qui s'enflamme, où chacun campe sur ses positions et essaye de justifier finalement au fond, avec sincérité je pense, même s'il y a énormément d'erreurs dans les deux camps, la justification ou la position, je dirais, d'avoir raison dans son mode de fonctionnement. Alors, on dit que chaque époque a ses mystères, même ses logiques et ses contradictions. Dans le domaine par exemple de la sécurité, je dirais, les nôtres s'intitulent, et cela est absolument vrai, je veux dire, c'est pas contestable, nouvelle menace. C'est une formule qui effectivement est assez inquiétante, puisque assez énigmatique dans le vocabulaire de la géopolitique contemporaine. Alors, la problématique, c'est qu'effectivement, pour celui qui la reçoit et qui n'est pas alerte ou averti, elle a tendance à amalgamer en désordre des enjeux sécuritaires, nés bien entendu avec la refonte du monde tel qu'il est établi, nés bien entendu avec ce que je dirais la mondialisation, et dévoilés par la fin de l'existence des deux blocs, et pour ce qu'il en est en cas d'espèce, plus précisément pour la France, la fin des Trente Glorieuses. Bon. Alors, je dirais que auparavant inexistant et fort peu visible, en tout cas sur la scène internationale, nous sommes aujourd'hui dans un bric-à-brac de discours au gré de, je dirais, des priorités politiques. Bon, par exemple, constater que dans les différents journaux, que ce soit le Parisien pour le journal populaire, le Monde pour celui appartenant au cadre supérieur, ou le Figaro, aujourd'hui nous pouvons constater, alors, ne parlons pas bien entendu des médias tels que BFM, et donc nous constatons effectivement que énormément de mots reviennent en permanence, tels que terrorisme, mafia, crime organisé, drogue, trafic internationaux, corruption, délinquance économique et financière, blanchiment, État défaillant, Daesh, terrorisme islamique, antisémitisme, pouvoir juif. Bref, on peut considérer qu'effectivement, il y a des atteintes majeures à l'environnement ou à la santé publique. Constatons également que parle d'armes de destruction massive, de prolifération nucléaire, enfin bon. Et finalement, au fond, constatons également que la question du rôle des États dans la définition de la régulation de l'ordre international est dès lors posée. Alors, comme l'est est leur capacité, je dirais comme l'est de façon réelle et sérieuse, leur capacité à assurer, je dirais, la sécurité intérieure de chaque frontière ou des pays qui sont confrontés à ce genre de dilemme, de problématiques, quelles sont, je dirais, leurs places, leurs moyens, leur effectivité, leur efficacité dans la direction conduite des affaires qui touchent, par exemple, le domaine de la sécurité, où aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez important, puisque la sécurité garantit la paix. Bon. Alors s'il est certain qu'ils ont perdu leur monopole, et qui paraissent autrefois aller de soi, puisque effectivement il y a très peu, on ne se posait pas tant de questions, ont-ils pour autant cessé d'être les maîtres d'œuvre de la sécurité intérieure et extérieure? Et même s'ils restent au premier plan, peut-on encore poser des questions de sécurité je dirais, dans les mêmes termes, que, je dirais, qu'auparavant? Alors, ça, bien entendu, c'est pour, je dirais, planter le contexte.
Ça, pour moi, à mon sens, c'est un élément, je dirais, très important. Je ne vais pas parler du conflit aujourd'hui que tout le monde essaye de tirer à soi, conflit bien entendu entre Israël et l'Iran, et puis les différents blocs, ce que certains appellent les BRICS, les autres. Enfin, c'est assez flou quand même, mais chacun essaye d'y tirer, je dirais, un avantage, une propagande. Et en ce cas d'espèce, je ne vois plus le mot paix apparaître, mais bel et bien la volonté d'avoir raison. C'est une des raisons pourquoi j'ai bien entendu mis ces deux images pour le même ouvrage de Arthur Schopenhauer sur l'art d'avoir toujours raison et la problématique effectivement du mécanisme de communication moderne. Alors dans ce cas d'espèce, nous sommes dans un phénomène relationnel et psychologique assez complexe. C'est pour ça que c'est très difficile dans une discussion, et Dieu sait qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux on peut entendre les factions diamétralement opposées finir par se jeter d'anathème, s'insulter, bref finalement au fond ne plus répondre ce que je pourrais dire, une forme de discussion apaisée en vue d'un règlement commun. Alors, il serait vain d'évoquer la mauvaise foi sans la définir déjà. Ensuite, je dirais que je dois au préalable attribuer à ce phénomène relationnel et psychologique une certaine singularité. On pourrait qualifier de la complexité. Pour une fois, j'irais même jusqu'à employer l'adjectif compliqué. Alors la mauvaise foi implique les relations humaines si le mécanisme est compliqué. Il n'est pas surprenant de considérer qu'il n'est pas simple d'y faire face. C'est une évidence, même dans notre quotidien, pour des choses tout à fait bénignes, ou des éléments du quotidien, mais qui sont fondamentaux, qui nous permettent justement de pouvoir continuer à vivre. Il y a effectivement ce problème de la mauvaise foi et de cette fameuse, ce que j'appelle, fameuse problématique de la communication. Alors, aurais-je la bonne foi d'avouer, de vous avouer, sans décourager quiconque, que bien gérer la mauvaise foi des autres est un talent assez rare. Et Dieu sait que pour moi, c'est un challenge. Cette qualité d'exception repose sur peu de savoir, pas mal de savoir-faire et surtout beaucoup de savoir-être. Finalement, au fond, je dirais que c'est une manière de réintroduire d'une façon réelle et sérieuse et physique la théorie des présocratiques, bien entendu, et de la pensée philosophique hellénique comme étant un élément, je dirais, réel dans une transfiguration existentielle. Et non pas rester à l'état de théorie pour plaire dans un quelconque salon, vous savez, un petit peu comme avait dit Baudrillard à l'égard de Bernard-Henri Lévy, il y a des faux penseurs comme il y a des femmes qui simulent l'orgasme. Donc, ça c'est pour la boutade. Maintenant, quand je dis que c'est une qualité d'exception, c'est que je vais essayer de vous faire découvrir mon fond de pensée, qui finalement se traduit sur un ensemble de quelques modestes moyens d'acquérir cette faculté. Alors, souvent les gens me disent oui, parle un peu de moi, sans trop aller, je dirais, dans l'intimité, puis surtout de toute manière, vous n'avez rien à secouer, je peux absolument comprendre, mais simplement pour dire pourquoi certaines personnes me disent oui, jamais je n'assume, jamais je rentre dans le conflit, c'est louche, c'est bizarre. Mais simplement, je n'ai rien à me reprocher. Ça, je dis simplement que je veux éviter d'accéder à une structure dont je sais pertinemment que de toute manière, elle ne m'apportera non seulement aucun avantage, mais ensuite, elle aura tendance à pervertir. J'en sortirai finalement au fond perverti. Voilà, la chose est plus simple. Donc, voilà, en l'absence de considération dans un débat, ou je dirais dans une assemblée, je vois que l'idée première est trahie, à ce moment-là, il ne reste plus que tirer sa révérence. Alors, bien entendu, il y a d'autres moyens pour essayer
d'inverser les flux dans la mesure du possible, quand le conflit n'est pas trop larvé. Et je dirais que ce n'est pas un hasard si très peu de personnes ont la prétention d'y parvenir aisément en toutes circonstances. C'est un élément que nous apprend à Sciences Po, qu'on apprend aussi dans les écoles, les hautes écoles de commerce. C'est également un élément qu'on apprend, qu'on peut extirper d'une certaine philosophie, qu'on apprend à des cadres, une certaine forme de new management, mais mis à des services qui sont un peu tôt, je dirais, un peu différents, et puis surtout au service de choses qui, à mon sens, ne sont pas pour le bien commun. Mais bon, ça c'est un autre domaine. Alors, malgré, je dirais, la prétentieuse expertise qu'on peut, je dirais, afficher d'une manière générale quand on essaye d'y apporter sa pierre angulaire, eh bien écoutez, il est très difficile, tout d'abord, avant d'être confronté à ce genre de situation, de maîtriser, de dire voilà, je pense que je peux, effectivement, je me sens, je dirais, en parfaite maîtrise du sujet. Non, absolument pas. Généralement, on arrive dans un domaine de l'inconnu, assez éloigné, je dirais, d'une parfaite maîtrise du sujet. Bon. Par ailleurs, je voudrais signaler que, pour ma part, n'ayant jamais rencontré quelqu'un qui, je dirais, poussant à la vanité jusqu'à revendiquer cette qualité extrême, euh, donc j'essaie de rester assez lucide sur la chose. Bon, pour moi, celui qui va pousser effectivement à cette revendication extrême, qui peut mener finalement à une forme de folie, une forme de pathologie psychologique ou mentale, à ce moment-là, la discussion ne peut plus être, puisque la discussion est un moyen de partager une certaine forme de raisonnabilité. Alors, à ce moment-là, dans ce cas d'espèce, nous pouvons considérer que la raison a quitté non seulement le débat, mais l'individu qui professe différentes théories qui, au sens, peuvent être du domaine, c'est ce que souvent on le dit, même dans ce qu'on appelle la pensée familière, on dit qu'il y a des raisons pour ça. Bon. Maintenant, ce qui est important, ce que finalement je dois considérer, c'est que la mauvaise foi n'aura plus de secret si effectivement on sait faire face à une tentative de déstabilisation, de manipulation, et Dieu sait que pléthore, par des moyens qui sont fallacieux, des petits malins, des moyens menteurs ou des grands escrocs. Tout dépend après, effectivement, vous savez, ce que disait Plotin, la diplomatie est au nanti, ce que l'hypocrisie est au bas peuple. Maintenant, il y a des éléments qui... Attention, je ne critique pas la diplomatie, la diplomatie est importante pour apaiser une situation, pour garantir la paix, une stabilité, enfin du moins pour éviter que finalement toujours ce soit les innocents qui paient. Bon, ça c'est encore un autre registre. Maintenant, effectivement, j'observe de manière générale, assez curieusement, que de coutume, je dirais que le sujet, de toute évidence, m'intéresse et interpelle. Quand on parle effectivement des mécanismes, je dirais des analyses sous-jacentes, de ce que cela peut traduire dans un débat, essayer de comprendre. Et de plus, je dirais, il pose souvent le problème, parfois de graves problèmes, n'ayons pas peur de le dire. Et le pompon, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, c'est que l'immense majorité des gens interrogés se sentent et se disent démunis face à un interlocuteur qui a un certain charisme, mais de mauvaise foi. Vous savez, c'est le principe de délivrer un mensonge avec une main de vérité. Maintenant, cette réalité est confirmée d'une manière générale pour celui qui en fait l'expérience, aussi bien professionnelle que dans le cadre aussi du relationnel du quotidien, qui est peut-être un peu moins savoureux, mais qui est aussi essentiel à l'homme et à la femme, bien entendu. En effet, beaucoup de bonne volonté, parce que des fois il y a aussi je dirais le piégeur piégé, ou je dirais le menteur manipulé par son propre mensonge, et qui, dans sa sincérité, donne l'illusion de la réalité ou de la vérité, ce qu'on pourrait qualifier comme des formes de maladresse. Alors, finalement, au fond, comment réellement faire ce que j'appelle un champ d'analyse spécifique de la mauvaise foi, et
et surtout dans ce qu'on pourrait qualifier les vastes relations humaines. Alors je ne suis pas idiot, je sais parfaitement, je suis fort aise, et quand on prend ici par exemple de répondre par des écrits, ou même par une logorée, je dirais que ces interrogations sont formulées par des personnes, d'une manière générale, par cette rencontre permanente au quotidien, qu'on peut rencontrer, je dirais, dans le domaine aussi bien professionnel, hein, et ou même, je dirais, de la vie tout à fait je dirais, ordinaire. À tort ou à raison, je suppose que les préoccupations sont voisines. Donc, euh, il est très, je dirais, quand je dis je réponds par oral habituellement, c'est en fait souvent assez inexact. Bon, j'ai pu évoquer des axes importants, je dirais, du savoir-être et surtout, je dirais, euh, du développement, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui ce sont des trois éléments qui sont, à mon sens, fondamentaux. En insistant sur je dirais sur la prépondérance de ce dernier en communication, répondre à une question par une réponse orale ou écrite est plutôt sujet à accroître du savoir. Car effectivement, dans l'écrit, il est facile de se reprendre, il est facile de redéfinir et puis d'avoir d'autres idées qui peuvent bousculer les précédentes. C'est pour ça qu'il est important d'informer la personne qui écoute. Que saura-t-elle faire de cette communication et surtout de cette information? En quoi cette dernière va-t-elle changer sa manière d'être? Et nous rentrons effectivement dans certaines réponses qu'on pourrait qualifier de cognitives. C'est-à-dire, pour que les choses soient claires, assez abstraites, conceptuelles, et qui puissent favoriser des changements importants, ne serait-ce que par l'impact qu'elles peuvent avoir sur la conscience. Sans quoi la littérature ne nous apporterait que le très noble plaisir de l'effet distrayant. Bon. Alors, bien entendu, selon l'interlocuteur avec lequel on se trouve, selon une certaine forme de souplesse mentale de chacun, des changements de perception, de représentation sont possibles grâce, je dirais d'une manière générale, à la confrontation avec les idées d'autrui. Bon. Mais quand on a cette expérience un petit peu pédagogique, sans prétention, et thérapeutique, parce que des fois, je le dis, on est dans un cas psychiatrique hein, sur certains individus, donc, et tout le monde ne maîtrise pas la psychiatrie, et encore la psychiatrie fait l'objet de recherches, nous démontre finalement au fond tous les jours que de changer sa propre manière de communiquer ne relève pas seulement, je dirais loin s'en faut, d'une évolution des mentalités, mais aussi et surtout d'un changement tangible d'attitude. Et là, ma foi, je crains que les mots ne soient que nécessaires et insuffisants dans la plupart des cas. Maintenant, combien de fois, je dirais, sur des individus simples en apparence, on a pu constater et entendu des personnes témoigner de leur incapacité à mettre en pratique un moyen dont ils sont pourtant convaincus de la pertinence. Vous savez, on connaît la théorie, mais elle est tellement inaccessible dans la réalité, sur la réalité physique, que finalement, au fond, on reste dans une forme, je dirais, d'invocation de cette vérité. C'est ce qu'on peut faire la nuance entre le sacré et le sacral, c'est-à-dire que le sacral est l'idéologie, enfin, du moins c'est l'idée vécue, et le sacré c'est l'idée adorée. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle le concept, je dirais, ce cas d'espèce. Bon. Et pourtant, nous constatons, prenons par exemple, je dirais, un des fondamentaux de la communication interpersonnelle, l'écoute, est facile, de stage, nous le voyons avec des individus qui sont, je dirais, alertes et informés, qui ont nécessairement défini, observé, traqué les éléments qui permettent justement l'analyse de ce comportement, de convaincre intellectuellement, même les communicants les plus fermés de l'intérêt, tous une meilleure écoute. Il n'est guère, je dirais même difficile, avec un minimum de tact, de leur faire percevoir la nécessité pour eux de développer cette qualité.
Mais il ne suffit pas de claquer des doigts, que les choses soient claires là-dessus, ou même de décider de mieux écouter, ou de bien écouter quelqu'un. Il y a par-delà une certaine volonté qui est une volonté de regard sur soi, s'observer, car effectivement le premier ennemi que nous pouvons avoir, c'est nous-mêmes. Bon, la volonté résulte en partie de la conscience d'une nécessité. Mais dans le psychisme d'un seul et même être humain, certaines pensées peuvent être contredites par d'autres. Vous savez, le phénomène du doute. Alors le doute, il y a le doute négatif et le doute positif. Le doute négatif, c'est de douter de tout sans y apporter à un moment donné pas une vérité, mais une réponse. Et le doute positif est l'élément qui nous permet justement de pouvoir recentrer le tir pour une fois que le doute, comme outil, a permis de surpasser l'idée reçue, d'y répondre et de passer à autre chose. Maintenant, il y a effectivement certaines pensées qui peuvent être, comme je l'ai précisé, contredites par d'autres, mais quand elles ne le sont pas, lorsqu'il y a cohérence mentale, ce sont souvent les comportements qui entrent en contradiction avec le discours, même quand la pensée consciente soit profondément ancrée, car fondée sur une valeur. Je vous donne un exemple, deux personne X et personne Y qui sont en conflit, chacun y apporte ses arguments. Bien entendu, ces arguments sont diamétralement opposés l'un de l'autre, mais dans ce cas d'espèce, à un moment donné, un des intervenants perd son sang-froid. C'est à ce moment-là que rentre en scène effectivement l'anathème, l'insulte et la déconsidération physique de l'autre. C'est en cela qu'il est très difficile effectivement de continuer le débat contradictoire, car nous emportons le débat vers d'autres cieux qui finalement au fond s'écartent complètement de l'idée majeure. Alors, bien entendu, quand je parle des comportements contradictoires, quand la pensée, je dirais, consciente, semble profondément ancrée, car fondée sur une valeur, et qu'elle devient le véhicule maître de l'individu, alors à ce moment-là, effectivement, il y a des éléments qui se mettent en place où on peut les contrôler. C'est une forme de personnalisation de ces mauvais penchants qu'il faut identifier et ensuite combattre. Et ensuite les reconnaître à tout moment quand, vous voyez, un peu comme un voyant lumineux, l'élément se met en place. Alors, je dirais que parmi les nombreuses modalités de conflit intérieur, citons par exemple une personne qui peut éprouver, satisfaire une pulsion que sa propre morale réprouve. Nous avons tous connu ça. Le sentiment de culpabilité peut rôder alors dans un psychisme plus ou moins perturbé de l'hôte de ce genre de contradiction interne. D'autres peuvent simplement par habitude oublier des engagements, je dirais, contractuels, ou bien les bonnes intentions établies lors d'une période charnière ou donnée de l'individu. Bien entendu, on n'a pas entendu des gens dire jurer. Je recommence demain, je fais table rase, c'est fini. Dans quelle espèce, par exemple, pour celui qui boit, pour celui qui veut arrêter de boire, ou arrêter de fumer. Souvent, les gens, effectivement, nous constatons notamment des bonnes intentions, des bonnes résolutions. Ainsi, je dirais, dans le domaine subtil du savoir-être, où on entend souvent l'adage volontariste, quand on veut, on peut. Bon, constatons effectivement, je veux dire, dans le cas d'espèce de la cigarette. Moi-même, je suis un fumeur, je sais de quoi je parle. Certains disent oui, j'ai arrêté de fumer, j'ai réussi à prendre ce que j'appelle un palliatif, tel que la cigarette électronique, ou je l'ai remplacé par le sport, par la nourriture, par un changement de climat, changement de société. Bon, bref, je dirais les thérapies sont pléthores dans ce domaine-là pour changer un petit peu sa psyché dans le domaine, je dirais, d'un nouveau commencement. Les choses ne sont pas si tout à fait simples que ça, parce qu'en fait, non, pour agir, vouloir
est certes résolument nécessaire, mais souvent insuffisant. L'objectif sans les moyens, le désir sans les actions, l'intention sans les ressources, le législatif sans l'exécutif, le plus souvent, excusez-moi du terme, c'est de l'esbroufe. Et donc, voilà pourquoi je dirais que la pédagogie est un élément très important et, comme disait le vieil adage, connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur. Et cet élément de s'observer, de se connaître et de se parler à soi-même sans pour autant passer pour un fou, est important de cette forme d'auto-raison. Et on pourrait qualifier ça comme une alternance de réflexion et d'action. Et cela, bien entendu, inclut une sorte de changement, voire changer sa manière de communiquer, dépend aussi surtout d'une modification des habitudes, d'automatismes ancrés depuis quelques décennies, une sorte de confort pratique, de justification. La conscience rafraîchie et l'action répétée se complètent dans le désir, je dirais, ambitieux d'améliorer son propre talent relationnel. Éviter, bien entendu, de tomber dans ce qu'on peut appeler le phénomène aliénatoire. Alors, malgré la distance physique qui peut séparer les individus, malgré la faible interactivité de la relation l'ivresse qui peut unir les uns aux autres, ma foi, je n'ai pas renoncé à faire cet audio que j'ai effectivement mûrement réfléchi depuis un certain temps sur, j'ai pu observer l'évolution de la société, sans pour autant avoir une prétention quelconque à son égard, mais effectivement, il nous appartient, de façon, de façon commune, de tenter de repousser ce qui, finalement, au fond, permet une certaine forme de conflit permanent. Le conflit doit, même s'il peut être à des moments utile ou productif, il faut toujours, dans un cadre, le mener, l'identifier et s'en servir au moment où il est opportun. Alors, je dirais que, pour revenir, que nous savons aujourd'hui que l'éloge de l'art de toujours avoir raison, et qui, à mon sens, et ce n'est que ma propre analyse, et ce n'engage que moi, donc, qu'est-ce que finalement, au fond, certaines pratiques de justification de la mauvaise foi. Et comment gérer surtout quand elles rencontrent celles des autres, qui, à mon sens, même si certains se sont penchés à travers toutes les périodes, nous pouvons constater que ça reste toujours un terme central et un phénomène très important dans la réflexion du philosophe. Appréhender les problématiques de la mauvaise foi sans traiter la dynamique conflictuelle, voire la communication en général, serait absolument vain. Ça, c'est un fait établi. Cela reviendrait à détailler les spécificités du pilotage, je dirais, d'une Formule 1 sans, je dirais, faire la moindre allusion aux fondamentaux de la conduite automobile, ce qui, à mon sens, est évident. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? N'hésitons pas. C'est vrai que si effectivement cela peut finalement au fond amener les humbles dans cette forme de comparaison, apparemment je dirais c'est vrai qui est peu élogieuse, puisque dans mon discours j'ai peur d'être finalement un pessimiste sentimental. Mais je dirais que mon expérience m'amène à douter que sur les routes de la communication, et nous voyons combien sur Internet, nous soyons nombreux à être titulaires je dirais, du fameux permis de conduire, de la fierté mal placée. Et finalement, c'est en cela que nous recréons les dimensions factuelles, existentielles des conflits dans, je dirais, le virtuel et l'irréel. Bon, ça c'est un fait. Ensuite, il faut être honnête, si
tous ces éléments de conflit devaient être traduits d'une façon matérielle existentielle, nous aurions également sur Internet des sites qu'on pourrait appeler du SAMU relationnel, et il faudrait presque à chaque carrefour de l'information faire intervenir des urgentistes. Bon, ça c'est pour la petite boutade, mais finalement au fond ce n'est pas si idiot. Et une chose qui est importante, vous constatez aujourd'hui, ce sont des questions qu'on peut se poser à soi-même. Je dirais, finalement au fond, je vous renvoie à un ouvrage qui est important, que je conseille à tous parents de faire lire à leurs enfants. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça a l'air de rien, mais c'est un ouvrage que moi j'affectionne particulièrement. Bon, à mon sens, Le Petit Prince est un des modèles favoris finalement au fond, qu'on pourrait affectionner dans le cadre de la communication ou du communicant. Et oui, et oui, celui de Saint-Exupéry, quand il pose une question et qu'on ne lui répond pas, finalement, c'est ce qu'il fait. C'est moi qui le parle. Le Petit Prince, ce superbe personnage imagé, rencontré par Saint-Exupéry dans le désert, quand il pose une question à quelqu'un, si on ne lui répond pas, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, moi. Il veut venir où? Alors il fait quoi? Mais il insiste, le bougre. Enfin bon, c'est pour ça qu'il est très important chez les jeunes enfants de susciter leur curiosité, leur savoir, leur soif, je dirais, de connaissance. Vous savez, je vous donne un ordre d'exemple, je parle de mon cas personnel. Quand un ouvrage m'intéresse et que j'ai du mal à le trouver, et que je me rends dans une librairie, cœur qui bat la chamade, je suis dans une plénitude, et finalement, au fond, quand je regarde un petit peu à l'intérieur de moi, quelle félicité de l'avoir trouvé. Et donc, je pense que le savoir est une arme, certes, mais c'est aussi un bien commun. Et le savoir ne doit pas être privatisé. Alors je sais que j'entends les gens me dire encore tu reviens à une certaine forme de socialisme ou de marxisme, mais je pense que c'est fondamental. Je pense que le savoir doit être accessible à tous. Alors bien entendu, tout le monde ne peut pas exceller dans le savoir, ça c'est un fait, mais en tout cas, il doit être disponible pour tous et pour celui qui veut, finalement, au fond, en faire la connaissance. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que j'ai voulu définir un petit peu, sans aiguiser et sans faire de satire, sur la problématique je dirais, de la communication, car vaste domaine en la matière, et qui finalement on peut dire qu'il est un principe qui consiste, je dirais, à ce que chacun soit à tout moment, je dirais, dans cette conscience d'émetteur et récepteur dans la communication. Et que cette émission-réception doit se passer dans ce que j'appelle un simple retour d'une compréhension commune. Et effectivement, si je peux comparer par exemple des faits qui existent dans les médias, comme l'écriture qui au mieux alterne des séquences où l'un émet exclusivement et l'autre reçoit exclusivement, on peut faire une petite comparaison dans des relations épistolaires, déterminant comme
courrier envoyé par voie postale, électronique ou autre, quel que soit après le support, n'est pas important. Dans les échanges audio unidirectionnels, tels que par exemple les talkie-walkie, et dans les masses médias, la télévision, la radio, la presse. Je dirais tant qu'un auditeur ou un téléspectateur ou un lecteur ne prend pas son téléphone ou sa plume, qu'un quelconque moyen d'expression pour devenir actif dans le processus de communication, il n'y a pas d'échange. Ce que je dis souvent, un livre religieux, quand il est fermé, il ne fait du mal à personne. C'est quand l'individu commence à lui donner un corps physique avec ce que je pourrais appeler toutes les imperfections humaines. Cela commence à devenir, je dirais, conflictuel ou compliqué, pour ne pas aller trop loin. Maintenant, dans ces formes de communication, les messages sont toujours émis de la même source en temps réel. Et dans le même temps, celui ou celle ou ceux qui reçoivent n'ont aucune possibilité d'émettre et de s'exprimer donc. C'est ce qu'on appelle l'obligation, je dirais, de silence. Après, quel que soit l'élément qui a fait en sorte que il y a un silence qui est soit tantôt artificiel ou tantôt volontaire, cela est à définir. Mais je pars d'un autre principe, selon lequel, si par exemple je projette ce qui peut intéresser principalement, c'est comment faire face aux situations relationnelles délicates en face, au téléphone ou dans le cadre d'une quelconque autre forme de communication où l'interaction est possible. Ce qui représente, je dirais, la quasi-totalité des situations quotidiennes de communication. De monsieur et de madame, tout le monde, de l'individu lambda. J'espère bien entendu que les gens connaissent dans cette approximation statistique, sinon je crains que mes propos sont nuls et non avenus. C'est à ces formes, je dirais, banales de communication, quand on prétend qu'il est impossible de ne pas communiquer, mais il y a ou non ce que j'appelle une possibilité pour le récepteur de devenir émetteur, et inversement, eh ben, nous devons considérer quand même que tous ces filtres susceptibles de déformer le sens initial de la pensée, que l'émetteur veut transmettre à la personne censée la recevoir, dans certains dialogues dits de sourds, et ça on peut le constater, quand la cacophonie, excusez-moi de ce néologisme, devient le leitmotiv ou la dynamique d'un débat, que les malentendants pardonnent aux mal-écoutants, on peut parfois douter que l'un des buts intermédiaires de l'expression soit de se comprendre ou sonder la nature de nos filtres, qui, à mon sens, est une étape incontournable pour avancer sur le chemin aussi tortueux que vertueux de la compréhension mutuelle. Bien entendu, je ne suis pas stupide, les choses ne sont pas aussi, je dirais, manichéistes. Ce n'est pas aussi blanc et aussi noir. Il y a effectivement des nuances de taille. Par exemple, en cas d'espèce, si l'émetteur n'a pas été suffisamment clair pour être compris du récepteur, ce dernier a la possibilité d'interpeller son interlocuteur seulement si le média le permet. Il devient alors émetteur à son tour, en lui demandant de préciser sa pensée, pourquoi pas de définir, je dirais, un mot qu'il vient d'employer. C'est une forme de méta-communication. Alors, quand on parle des filtres de la communication, il faut savoir que si je formule une phrase comportant le néologisme de métacommunication sans avoir pris la peine de le définir, ni même de le mettre entre guillemets, on peut envisager trois principaux cas de figure. Par exemple, tu connais, ce mot et ta définition correspond à la mienne. Bon. Ensuite, nous avons tu connais, ce mot et ta définition ne correspondent absolument pas à la mienne. Et tu connais pas le sens du mot. Vous voyez, déjà, par principe, chacun y trouve dans ce que j'appelle l'étymologie
du mot un sens qu'il a interprété ou un sens propre. Nous ne sommes pas dans le cas d'espèce d'une explication pour tous. Alors, quand il est question ensuite effectivement de traduire une langue, les choses sont encore différentes parce que toute traduction impose effectivement nécessairement une praxis et une psyché dans la langue qui aura, je dirais, la responsabilité de l'outil de le traduire. Ensuite, la je dirais, communication est une forme d'incitation à prendre du recul dans la relation. C'est une raison pourquoi il ne faut pas non plus trop, vous savez, un petit peu comme les médecins le précisent. J'ai des amis qui me disaient, si on commence à s'attendrir sur les cas que nous voyons d'injustice, on ne pourrait pas faire notre métier. Qu'à un moment donné, effectivement, il faut prendre une distance. Non pas que, je dirais, le praticien n'est pas touché par ce qu'il voit, ce qu'il constate, mais simplement que s'il se laisse envahir par trop de sentiments, il ne sera plus à même de pouvoir réparer les dégâts, en l'occurrence des dégâts physiques. Bon, c'est un peu la même chose. Quand on rentre dans une discussion et qu'on y laisse de débordement affectif, on a trahi l'idée première qui était la raisonnabilité du commun. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que se donner les moyens de comprendre et d'être compris, ce sont des éléments qui sont, je dirais, très importants. Et on peut métacommuniquer de nombreuses manières, pour de nombreuses raisons différentes. L'une d'elles consiste à se donner les moyens de comprendre et d'être compris. Je dirais dans notre relation, on puisse prendre, je dirais, l'initiative de métacommuniquer, semble utile de le faire, notamment pour augmenter vos chances de nous comprendre. Et ce, bien sûr, sans jamais savoir si vraiment cela est nécessaire, ni même efficace, alors que dans les médias plus interactifs, ce va-et-vient possible de l'expression peut permettre de réduire les décalages et les dérives de sens, donc des malentendus. Pas tout le temps. Alors, effectivement, de l'extérieur, lorsqu'on écoute les gens qui se parlent d'une manière générale, quand on est spectateur et non plus sectateur, ou non pas sectateur, pardon, il est plus facile d'avoir, ce que disait Sun Tzu, d'avoir ce qu'on appelle, ou Masushi, d'avoir une vue globale, une vue, je dirais une vue d'ensemble. Et on arrive plus facilement à observer ce phénomène. Finalement, je serais surpris qu'il soit arrivé par exemple à deux personnes, je dirais apparemment de bonne volonté et de bonne foi, se chamailler sur des opinions apparemment divergentes, et qui finalement, peut-être grâce à l'intervention d'un tiers, finissent par tomber d'accord. Peut-être que les moyens, ou je dirais le langage, mène au même résultat, même si les voies ne sont pas les mêmes, même si les voies empruntées, bien entendu. Il se peut, je dirais, qu'un tiers provoque la métacommunication, c'est pourquoi j'évoquerai, je dirais, une éventuelle intervention d'un tiers. Sinon que un tiers soit témoin d'une fâcherie dont le sujet oppose un partisan à un opposant, d'une seule et même chose, c'est du moins ce qu'il croit. Prenons le cas par exemple du perfectionnisme, discussion qui ne semble pas très constructive, ils se contredisent à tour de rôle, et étant finalement, je dirais, l'intervenant, le tiers, étant le seul à l'écouter, ou à écouter ce brouhaha, ce fracas de paroles, et finalement, au fond, il faut être assez alerte pour flairer les quiproquos. Et j'ai l'impression que le perfectionnisme, c'est l'excès dans la recherche de la perfection. Et en fait, on poursuit en se tournant vers l'un et l'autre afin de finalement faire retomber la chaleur du débat et en définitive, pour redonner un goût du partage d'idées bien faites, et on peut espérer d'une ouverture qui soit, où la tenaille soit relâchée entre les deux belligérants. Bien entendu,
il faut s'entendre sur une multitude de choses, il faut savoir que les intervenants ont des expériences différentes, appartiennent à des groupes différents, des idées différentes, et qu'effectivement, dès le départ, il faudrait s'entendre sur les mots. Maintenant, je fais cet audio parce que j'estime que ça devient de plus en plus difficile sur les hangouts par exemple, ou sur les réseaux sociaux de partage direct, de pouvoir communiquer sans finalement au fond être à corps défendant, ou à nos corps défendants, d'être je dirais des représentations ou des caricatures d'éléments propagandistes inconscients. Alors c'est pour ça qu'il est important d'opter pour le partage explicite du sens, qui sont ce qu'on appelle les éléments qui permettent, je dirais, une certaine, euh, je dirais, un certain codage volontaire, une sorte d'existence du codage et du message, qui va probablement faire, je dirais, paraître tellement évident, qui stimulera, je dirais, une conscience, de sorte que on cherche effectivement une clé sans pour autant rentrer dans une forme, je dirais, de sous-entendu. Maintenant, effectivement, il faut aussi analyser les résistances à la métacommunication. Ce sont des éléments qui sont, je dirais, factuels, mais réels, et on ne peut pas les nier. Et surtout, on doit aussi comprendre ce que peut être la définition populaire de l'art d'avoir raison, parce que qu'est-ce que ces nouveaux médias sur Internet permettent? C'est à des gens qui ne se sont jamais exprimés, qui sont des gens du quotidien, d'apporter leurs pensées. Et le drame, c'est que le plus souvent, à travers les références glanées à droite à gauche, ils ont oublié qu'ils sont quand même dans une certaine forme de popularisme de la communication. Et on, on peut le constater d'une manière réelle et sérieuse. Alors, sans rentrer dans ce qu'on appelle les savants académiques ou le savoir académique, pardon, si on épluche aujourd'hui par exemple ce qu'on appelle les dictionnaires officiels, qui restent en matière de définition une référence fondamentale, car c'est quand même ces références qui nous permettent de pouvoir communiquer et nous comprendre. Bien que je dirais qu'ils ne donnent qu'une acceptation souvent, je dirais, subjective de la chose, particulièrement des mots. En effet, les définitions qu'on trouve dans un dictionnaire de langue française, parce que nous sommes en France, dans notre pays, et nous utilisons cette langue, quels que soient les gens, même pour ceux qui appellent de l'étranger, utilisent la langue française. Donc, quand on trouve dans un dictionnaire de langue française au début du XXIe siècle, ne sont que le reflet, ce qu'on appelle des statistiques populaires ou élitistes, la représentation d'une vaste population linguistique dans un contexte culturel et temporel donné. Depuis, je dirais que ces représentations multiples sont analysées et filtrées par un petit groupe de linguistes ou d'académiciens, et cette élite est peuplée de quelques êtres humains qui tentent de bonne foi de faire abstraction de leur propre subjectivité. Pourtant, ils ne sont pas moins, je dirais, des êtres humains, dotés fort heureusement de cette précieuse et redoutable subjectivité. Et je dirais même, gardons-nous de l'illusion que la subjectivité d'un grand nombre se confond avec l'objectivité. Faute de quoi, la Terre n'aurait jamais cessé objectivement d'être plate. Petit clin d'œil. Maintenant, c'est une des raisons pourquoi je dis souvent, quand on parle de capitalisme ou de marxisme, de quel capitalisme parle-t-on? De quelle école parle-t-on? De quelle définition? Et dans l'intérieur de quelle école? Quel est l'homme qui a apporté une autre interprétation et que cette interprétation a été utilisée un temps par un État, par, je dirais, une série d'outils économiques, qu'elles soient, je dirais, obsolètes ou opérationnelles? C'est une des raisons pourquoi
une bonne partie des conflits qui sont liés dans des réseaux sociaux, c'est la problématique de la connaissance de ce qu'il en retourne, puisque nous utilisons exactement les mêmes outils, rapport bien entendu à ces académiciens et ces experts universitaires. Donc voilà, je voulais faire une petite audio sur, de toute façon peut-être un peu plus léchée, sur l'art, sans faire de l'ombre à Schopenhauer. Vous voyez, qu'est-ce que les mots peuvent dire? Faire de l'ombre à Schopenhauer. Qui suis-je, moi, pour faire de l'ombre à Schopenhauer? Enfin bon, ça c'est pour la petite blague que je vais tout de suite rectifier en disant que j'ai essayé modestement de faire une analyse sur l'art d'avoir toujours raison. Et aujourd'hui, l'art d'avoir toujours raison en communication, puisque aujourd'hui la communication est plus que jamais l'élément essentiel qui nous entoure. Si j'ai pu faire réfléchir certaines personnes, ben, ma foi, c'est le but cherché. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et veuillez m'excuser pour une certaine maladroitesse, une certaine maladresse, voilà. J'ai voulu faire le mal et la droiture, bravo. Bon bah voilà, sur cette petite boutade et ce point de mire humoristique, je vous dis à la prochaine chronique et merci à vous.